toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e petit déjeuner technique. Je m'appelle Morgane Bess, je suis chargée de mission bâtiment durable chez Ecopolis qui organise du coup ce webinaire ce matin. Ecopolis, rapidement, en quelques mots, c'est le centre de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Donc on est une association de loi 1901 qui a pour mission d'encourager le changement des pratiques des professionnels du secteur du bâtiment et de l'aménagement durable pour tendre vers un monde plus soutenable. Et pour ce faire, on a quatre grandes actions, quatre grandes activités. Donc je vais regrouper les deux premières qui sont informées et animées. Donc ça va être au travers notamment de toutes les ressources que vous pouvez retrouver sur notre site internet ecopolis.fr, mais aussi des différents événements que nous organisons, donc comme celui qui nous réunit ce matin. On a aussi une action de formation avec une offre sur catalogue sur les différentes thématiques de l'environnement, et on fait aussi des offres, ça nous arrive de faire des offres sur mesure. Et enfin, dernière grande activité, c'est l'accompagnement, puisqu'on porte 3 démarches d'accompagnement de projet. Il y a 2 démarches qui sont globales, donc c'est les démarches bâtiment durable francilien et quartier durable francilien. Et puis on va avoir une démarche qui est spécifique à la qualité de l'air intérieur, qui s'appelle ECRIN. Pour participer à nos actions, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de vous inscrire à notre newsletter bimensuelle, si ce n'est pas déjà le cas. Elle propose un condensé des actualités d'Ecopolis, mais aussi des autres acteurs du secteur. Et donc la seconde façon de nous suivre et de participer à nos actions, c'est d'adhérer à l'association pour vous impliquer dans nos groupes de travail, accéder à notre réseau de professionnels, mais aussi à des tarifs préférentiels ou à des événements en priorité. Donc nous sommes réunis ce matin pour un petit déjeuner technique qui s'inscrit dans le 11e cycle qu'on appelle réhabilité. Et donc la thématique de ce cycle, c'est l'adaptation de l'existant aux risques naturels. Il y a un événement inaugural de ce cycle qui a eu lieu le 19 décembre 2023. Vous pouvez retrouver le replay sur ecopolis.fr. Et donc suite à cet événement inaugural, on organise un cycle de 3 petits déjeuners techniques qui permettent d'aborder les 3 risques spécifiques au territoire francilien: inondation, retrait-gonflement des argiles et chaleur. Donc on s'est déjà réunis le 2 février dernier pour parler du risque inondation. Pareil, vous pouvez retrouver le replay sur notre site internet. Et donc ce matin, on est réunis pour le cycle, enfin pour le thème du retrait-gonflement des argiles. Et on se retrouvera une dernière fois en avril pour parler du risque chaleur. Donc sont à mes côtés ce matin 2 intervenants. Donc il y a Marin Pugnat qui est chargé de mission transition écologique à l'Agence parisienne du climat. Bonjour Marin. Bonjour. Il y a également Anne Bergère qui est experte géotechnicienne chez CPA Expert. Bonjour Anne. Bonjour. Donc, dans un premier temps, Marin va nous présenter les conséquences du changement climatique sur le périmètre de la métropole du Grand Paris avec un focus sécheresse. Il introduira aussi le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et puis dans un second temps, Anne nous expliquera ce qu'est une argile sensible au retrait-gonflement des argiles. Elle nous partagera aussi les désordres fréquents provoqués par ce phénomène et des points de vigilance pour s'en protéger. Dans la matinée, on a 2 temps d'échange avec les intervenants qui sont prévus. Donc, cher public, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du LinkedIn Live. Je les relayerai aux intervenants. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Marin qui va lancer le petit déjeuner technique. Bonjour à tous. Je m'appelle Marin Pugnat, je travaille à l'Agence parisienne du climat, qui est aussi une association de loi 1901 qui a été fondée il y a plus de 10 ans maintenant par la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle du plan climat. Et aujourd'hui, on travaille aussi à l'échelle de la métropole du Grand Paris sur plusieurs sujets, beaucoup sur la rénovation énergétique, avec un service d'accompagnement gratuit des Parisiennes et des Parisiennes qui veulent faire rénover leur immeuble. Mais on a aussi développé d'autres champs d'expertise, notamment sur l'adaptation au changement climatique, avec le projet Adaptaville, qui a, bientôt 3 ans, et qui vise à essayer d'outiller les villes, les collectivités,
et plus largement tous les acteurs de l'aménagement pour pouvoir adapter l'existant au changement climatique en se concentrant sur la métropole Grand Paris et les villes denses. Donc Adaptaville, c'est une plateforme, adaptaville.fr, où vous trouvez des fiches solutions avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir les répliquer, le contact du porteur de solution, un retour d'expérience, les coûts, les enjeux d'adaptation auxquels ça répond. Euh, et c'est aussi toute une série d'événements avec des visites de sites, des ateliers, des webinaires, également nos rencontres qui sont organisées chaque année, où vous pouvez aller rencontrer directement d'autres acteurs ainsi que des porteurs de solutions pour essayer voilà, d'essayer de faire changer les pratiques, de partager les bonnes idées à droite et à gauche et de mettre vraiment en lien les porteurs de solutions avec, encore une fois, collectivités et professionnels de l'aménagement. Et on a un appel à candidature pour nourrir cette plateforme et cette communauté Adaptaville qui court jusqu'au 8 mars prochain. Donc n'hésitez pas si vous avez soit testé des solutions ou alors si vous-même vous mettez en œuvre des solutions, vous en avez développé. On est intéressé notamment pour ce qui touche au bâti sur le rafraîchissement passif, la gestion de l'eau, également l'adaptation des écoles ou autres établissements accueillant un public sensible. On est aussi intéressé particulièrement si vous avez des solutions avec monitoring avant-après de la solution pour aller voir les effets. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour avoir toutes les informations sur cet appel à la candidature qui vous permet aussi d'être mis en visibilité. On a aussi à l'Agence Paris du Climat publié cette brochure sur laquelle je vais me baser en partie pour en présentation, que vous pouvez à nouveau retrouver sur notre site, où on décrit l'adaptation, les enjeux d'adaptation et les principales solutions sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, autour de 3 aléas, les fortes chaleurs, les inondations et les sécheresses. Et donc là, pour parler du RGA, retrait gonflement des argiles, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'aléa sécheresse. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, je repars un peu du même tableau qu'on a sur l'évolution des précipitations sur la métropole du Grand Paris, donc le cœur de la région Île-de-France. Donc pour rappel, on a en termes de cumul annuel pas forcément de tendance claire qui se dessine. On pourrait avoir une légère augmentation. C'est plus intéressant lorsqu'on s'intéresse aux différentes saisons. On avait vu en ce qui concerne les inondations que l'hiver on avait un cumul qui tendait à augmenter. Pour l'été, là nous c'est moins clair. On pourrait avoir une baisse, mais elle est incertaine. C'est pas forcément le cumul qui va jouer sur l'augmentation ou la diminution de l'aléa sécheresse. Par contre, ce qui est intéressant en regardant les précipitations, c'est de noter on a tendance à avoir des épisodes avec le changement climatique qui sont moins fréquents et plus intenses. Donc ce qui va, par exemple, augmenter le nombre de jours sans pluie. Par contre, lorsqu'il pleut, les précipitations, voilà, étant plus intenses, ça va aussi modifier la sécheresse, notamment la sécheresse des sols. J'y reviendrai juste après. Et là, je parle de sécheresse, mais en fait, il faut distinguer trois types différents. La sécheresse, c'est un terme assez large qui englobe plusieurs enjeux, plusieurs indicateurs. La première, c'est ce qu'on appelle la sécheresse météorologique. Et là, c'est tout simplement une période prolongée pendant laquelle il ne pleut pas. Voyons, plus spécifiquement, c'est lorsqu'on a des précipitations inférieures à 1 millimètre pendant une journée. Et là, si on regarde un peu l'évolution, c'est là on a une évolution plus marquée que celle du cumul de précipitations. Vous avez la période de référence, on avait en moyenne 22 jours au maximum pendant une année de jours de suite sans pluie. Et selon le changement climatique, d'ici la fin du siècle, là on pourrait s'approcher des 30 jours, voire les dépasser. Et ça, c'est notamment dû au fait que les épisodes pluvieux vont être plus rares, même si en cumul, ils pourraient ne pas forcément beaucoup évoluer. Le deuxième type de sécheresse, c'est la sécheresse hydrologique, où là on va s'intéresser aux cours d'eau, aux plans d'eau, aux nappes, en regardant le débit et le niveau. Et là, c'est des chiffres qui sont fournis par l'agence Seine-Normandie, où avec un scénario de réchauffement intermédiaire, on aurait dès le milieu du siècle une baisse de 10 à 30% tout au long de l'année du débit de la Seine et des cours d'eau sur le bassin de la Seine.
Et en termes de baisse de la recharge des nappes aussi, où là il y a il y a quand même des incertitudes parce que ça dépend évidemment beaucoup des usages aussi. Mais on pourrait avoir une baisse de 16% au milieu du siècle et de 30% voire plus à la fin du siècle. Et le troisième type de sécheresse, qui est celui qui va nous intéresser le plus quand on parle de retrait-gonflement des argiles, c'est la sécheresse agricole. On peut aussi appeler ça la sécheresse des sols. En fait, ça correspond à un déficit d'eau des sols superficiels. Et on est en situation de sécheresse lorsque la teneur en eau ne permet pas la bonne croissance des végétaux, leur bonne alimentation. Et donc ça va dépendre de beaucoup de facteurs différents. Les précipitations, bien sûr, mais pas seulement. D'ailleurs, les précipitations intenses pourraient même cumuler le temps d'augmenter la sécheresse des sols parce que les sols, en fait, n'ont pas le temps de l'infiltrer, particulièrement s'ils sont peu perméables, et donc une plus grande partie de l'eau s'évapore. On a aussi l'humidité de l'air qui va influer sur la sécheresse des sols, la température qui va influencer principalement l'évaporation, le vent, le type de sol et la végétation. Et notamment, on a souvent un combo lorsqu'il fait très chaud et qu'on a des plantes. Déjà, la chaleur, naturellement, va faire s'évaporer l'eau des sols. Et aussi, les plantes, pour se rafraîchir, font davantage évapotranspirer, donc capter toute l'eau possible dans le sol. Et c'est à ce moment-là qu'on a des sécheresses du sol qui vont être très importantes, qui sont calculées par des indicateurs de sécheresse qui reprennent ces différents facteurs que je vous ai exposés. Et c'est là où on a peut-être, là aussi, on a des tendances assez claires sur l'Île-de-France. Là, vous voyez voilà, une carte qui est avec des données de Météo France, qui a été réalisée par l'Institut Paris-Région. Sur la période de référence qui est autour de 1970, donc qui s'approche de l'état qu'on avait avant le changement climatique, qui nous sert de référence avec une sécheresse, un taux d'humidité des sols normal sur la région. Dès le milieu du siècle, dans un scénario intermédiaire d'émissions de gaz à effet de serre, là on se retrouve extrêmement sec dans de nombreuses parties du territoire. Et c'est principalement dû à l'augmentation des températures qui va augmenter l'évaporation dans les sols. Et lorsqu'on parle de sécheresse, notamment de sécheresse des sols, en fait c'est un super aléa, c'est-à-dire c'est un aléa qui en cache plein d'autres et qui en contribue à plein d'autres. Les incendies, on l'a d'ailleurs fut connu en France il y a un an. La dégradation de la ressource en eau, vous avez des polluants qui vont être concentrés dans un moins gros volume d'eau. Des impacts sur la biodiversité, vous avez les végétaux en mauvaise santé, des impacts sur les populations d'oiseaux également, aussi les populations aquatiques. Une baisse des rendements agricoles qu'on peut craindre. Actuellement, déjà en Île-de-France, on constate que les rendements agricoles cessent d'augmenter en partie à cause des épisodes de sécheresse. Des conflits d'usage aussi, hein, notamment la sécheresse hydrologique. Savoir est-ce qu'on va utiliser l'eau pour irriguer les sols, est-ce qu'on va utiliser l'eau plutôt pour laver sa voiture, pour circuler dans la Seine, pour alimenter les centrales thermiques. Enfin, celui qui en termes de coût peut être le plus important, c'est le retrait-gonflement des argiles. Alors rapidement, mais Anne pourra vous en expliquer le fonctionnement plus en détail, mais retrait-gonflement des argiles, comme son nom l'indique, il va toucher les sols argileux, qui en fonction du taux d'humidité vont changer de volume et de texture. Lorsque le sol est sec, ils vont se rétracter et le sol va devenir plus craquant, alors que lorsqu'il est humidifié, le sol va devenir plus malléable et gonflé. Et en fait, ces changements successifs de forme vont provoquer des mouvements de terrain qui peuvent endommager les infrastructures. Et ça va générer donc des dommages à la fois sur les bâtiments et sur les infrastructures routières. Alors c'est intéressant de s'intéresser au climat, au changement climatique, parce que les conditions climatiques vont être des facteurs déclencheurs. En Île-de-France, où on est dans une région relativement humide, le sol a plutôt tendance à être lui-même relativement humide. Là, on observe les plus de mouvements et les phénomènes de craquement. Ça va être pendant les périodes de sécheresse. Et donc plus une sécheresse intense, plus on aura un risque d'avoir des dommages liés au retrait-gonflement des argiles. Mais évidemment, pour être sensible, ça va dépendre du sol qui est sous vous. L'Île-de-France est particulièrement touchée parce qu'il y a une grosse part de l'Île-de-France qui est sur de l'argile. Mais ça va aussi dépendre de la qualité de la construction. En Île-de-France, on a des bâtiments qui n'ont pas forcément été construits pour résister à ce phénomène.
Et vous avez aussi le contexte de la végétation. Si vous avez des arbres à proximité qui vont pomper l'eau dans le sol, vous risquez aussi d'être plus sensible à ce phénomène. Et donc, comme on l'a dit précédemment, le lien avec le changement climatique, c'est ces sécheresses qui pourraient devenir plus intenses en raison de l'augmentation des températures et en raison de la raréfaction des précipitations, qui fait qu'on craint que les dégâts et le nombre de catastrophes naturelles liées au RGA pourraient augmenter. Ici, vous avez une carte de l'Institut Paris-Région issue des données BRGM qui montre bien l'exposition de l'Île-de-France au phénomène. Et on voit bien que en rouge, vous avez l'exposition forte et en orange, l'exposition moyenne. On voit bien que sur une grande partie du territoire, c'est un enjeu. Et puis voilà, pour terminer, quelques chiffres sur les impacts du RGA en Île-de-France. On estime qu'il y a plus de 80% du territoire qui est exposé. Et dans ces 83%, 91% qui étaient à un niveau moyen et fort en Île-de-France. Ça concerne 350 000 maisons individuelles, sachant que les maisons individuelles sont davantage touchées par rapport aux immeubles en raison de leur fondation. Mais voilà, je pense qu'on y reviendra par la suite. 40% des communes ont connu au moins une fois un état de catastrophe naturelle vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles depuis 1983. Et en termes de pertes annuelles, c'est assez considérable. Rien qu'en Île-de-France, on estime qu'on est autour de 77 millions de pertes chaque année. Et selon les projections, elle pourrait s'élever à 138 millions à l'horizon 2050. Et pour vous montrer un petit peu, là on carte aussi l'évolution, à gauche vous avez le coût à climat actuel, où déjà en Ile-de-France, si on regarde les départements, parmi les départements les plus touchés, avec voilà, tous les départements de la Grande Couronne par exemple, où ça coûte plus de 20 millions chaque année. Si vous regardez donc, la carte du milieu, on a l'évolution à climat 2050. En orange, c'est une augmentation de 25 à 50%, en rouge de 50 à 100%. Et lorsqu'on regarde avec un scénario intermédiaire, et si on a un scénario très émetteur en émissions, qui n'est aujourd'hui qu'on ne peut pas s'écarter, et bien là, on a plus de 100% d'augmentation dans chaque département et parfois des augmentations de 200%. Donc des coûts qui pourraient vraiment exploser avec des gros risques assurantiels qui sont liés et l'Île-de-France est particulièrement touchée par ce phénomène. Donc je vais prendre la main. Anne Berger, voilà, pour aller plus loin. Donc je partage mon expérience là d'expert. Donc je fais des expertises assez régulièrement sur les sinistres qui sont liés au RGA. Donc RGA, retrait, gonflement des argiles. Donc je vous explique déjà qu'est-ce qu'une argile et comment on caractérise l'argile et sa sensibilité au RGA. Quels sont les désordres récurrents qui sont rattachés au RGA, comment se protéger du RGA et quelles sont les perspectives pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'une argile ? Une argile, c'est un sol avec des particules fines. La taille des particules, c'est inférieur à 2 microns. Donc, dans le sol, on a une répartition de la taille des grains, donc ça va entre les sables, les graves, jusqu'aux argiles. Les argiles, ça fait partie vraiment des sols les plus fins qu'on a dans le sol. C'est composé de feuillets de minéraux. Donc les feuillets, c'est une sorte de plaquettes avec différents types de minéraux. Donc on a la silicate, l'aluminate et d'autres ions. Et ça contient de l'eau qui est liée aux particules. L'eau, elle se positionne entre les feuillets. Et donc on a une réaction entre l'eau et les feuillets. Qui fait qu'on a des argiles qui sont plus ou moins sensibles. Donc toutes les argiles ne sont pas pareilles. On a 3 types d'argiles, alors 3 grandes familles. La famille kaolinite qui est peu réactive au gonflement de l'argile, l'hélite et la smectite. Donc la smectite, c'est une argile qui contient plusieurs particules différentes. Elle est très réactive. Alors la smectite, je pense que tout le monde la connaît, c'est celle que l'on met dans le médicament Smecta. C'est une argile qui est grise, fine, relativement douce pour l'estomac d'ailleurs. Donc c'est une argile qui est réactive. Et c'est cette argile qu'on va essayer d'identifier en fait sur le sol. Et quand on montre la carte de risque d'aléa, que Marin a montré tout à l'heure, donc c'est une carte qui représente en fait les zones où on a de l'argile en surface.
Donc ensuite, il faut savoir identifier quel type d'argile on a. Est-ce que c'est une argile qui est réactive ou pas réactive? Donc bon, en général, on est souvent sur des argiles réactives quand même. Et cette carte, elle ne présente pas... donc elle présente les argiles, mais il y a aussi d'autres types de sols qui peuvent réagir au gonflement-retrait. C'est aussi... Donc on a tout ce qui est éboulis de pente argileux, qui sont très très réactifs. Donc c'est des éboulis, en fait, c'est des argiles qui sont plus ou moins mélangées à autre chose, qui sont écoulées sur la pente. Et du coup, c'est une sorte d'argile remaniée et c'est très réactif. Donc il faut savoir identifier aussi les éboulis de pente. Et on a aussi les marnes. Donc les marnes, on ne fait pas attention aux marnes, parce que les marnes, c'est un sol qui est entre l'argile et le calcaire. Donc c'est composé de particules argileuses et ça a en même temps les liaisons calcaires. Donc c'est quelque chose d'assez solide, c'est une roche tendre en fait. Et ces liaisons calcaires fait que ces liaisons, elles empêchent le gonflement de l'argile, mais elles empêchent jusqu'à une certaine limite. Si on a une quantité d'eau ou une réaction un peu trop forte dans la marne, la marne, elle va quand même gonfler, elle a un potentiel de gonflement qui est aussi fort que l'argile. Donc on ne fait pas attention aux marnes, mais il y a certaines marnes qui sont aussi très réactives. Donc dans le sol, on va avoir une teneur en eau, la quantité d'eau qu'on a dans le sol. Dans cette argile, là, donc on a une teneur en eau. Cette teneur en eau, on peut la mesurer et en fait, cette variation de teneur en eau qu'on a dans le sol, ça va créer une variation de volume. Cette variation de volume qui va faire le retrait-gonflement. Cette variation de volume, donc c'est un volume, mais ça, au niveau de l'argile, ça crée aussi une réaction et on a une pression qui est liée à cette variation de volume. Et cette pression, elle suffit en fait à soulever des bâtiments, les bâtiments R+1, les bâtiments R+2, donc avec une certaine pression. On ne peut pas non plus soulever des immeubles. Donc quand on va sur un site, la première chose qu'on fait, c'est identifier le type de sol qu'on a. Donc on prend la carte géologique pour savoir si on a des marnes, des argiles, des éboulis de pente par exemple. Ensuite, on prend la carte topographique. On essaye de savoir où sont les pentes, si on est dans un bassin versant, quelles sont les arrivées d'eau. Donc il faut identifier si on est sur des sols fins, la présence d'eau, tout ce qui est environnement, et ensuite les investigations, puisqu'il y a souvent des investigations qui sont disponibles, donc on cherche un petit peu à savoir comment ça se passe au niveau du sol dans le quartier. Sur le site, la première chose qu'on fait, donc c'est le retrait-gonflement des argiles. Quand on a une alimentation en eau, elle a un impact sur une dizaine de mètres, quelques dizaines de mètres en fait. Donc c'est vraiment à l'échelle d'une propriété avec son jardin. C'est pas forcément tout un quartier non plus. Donc quand on arrive sur un site, la première chose qu'on fait, donc on identifie un petit peu l'environnement, les cartes qui existent au niveau du site, puis ensuite on va lancer une campagne d'investigation, de reconnaissance de sol. Donc on fait des reconnaissances in situ et ensuite des reconnaissances en laboratoire. Donc in situ, c'est des sondages pressiométriques. C'est un sondage très français, mais qui permet d'identifier la compacité du sol, puis des sondages carottés pour identifier le sol. Donc, ça permet d'identifier le type de sol, les épaisseurs, les hétérogénéités, les résistances, et on fait aussi des reconnaissances de fondation. Donc, une maison qui est déjà sinistrée, on va essayer de comprendre si la maison est déjà fondée de façon correcte, c'est-à-dire suffisamment profonde, pour s'affranchir du risque de retrait-gonflement des argiles. En laboratoire, donc on prend des échantillons d'argile, on les amène en laboratoire et on va essayer d'identifier l'argile. Donc on identifie, c'est la proportion de l'air, eau et gras dans l'échantillon, la taille des particules, savoir si on a une argile ou plutôt une argile sableuse ou limoneuse, et puis l'argilosité, quel type d'argile on va avoir. Et une fois qu'on a identifié cette argile, on va donc chercher à connaître cette sensibilité au retrait-gonflement. Et donc on a des essais types pour avoir le retrait-gonflement, l'amplitude du mouvement que peut générer l'argile avec le phénomène de retrait-gonflement. Donc j'ai mis juste en bas là, des argiles. Donc on a une argile brune, une argile rouge, une argile verte. Donc voilà, on a différentes argiles. On a même des argiles bariolées, c'est un ensemble de tout. Des argiles qui ont été un petit peu malaxées avec tout ça. Donc on a vraiment différents types d'argiles, des argiles qui sont plus ou moins réactives. En laboratoire, donc on fait plusieurs essais, on identifie des paramètres. Alors, je ne vais pas rentrer dans
tous les paramètres. On a les limites d'Atterberg, donc c'est les plus connus pour identifier l'argile et leur sensibilité. Et en fonction de ces paramètres qu'on évalue en laboratoire sur les échantillons, ainsi que l'épaisseur de la couche d'argile qu'on a identifiée avec les essais in situ, on va pouvoir identifier la sensibilité du terrain au retrait-gonflement de l'argile. Donc les facteurs qu'on cherche à identifier à l'échelle d'une maison, en fait, donc c'est la présence des arbres. Donc la présence des arbres, c'est le petit 1. Le petit 1, donc c'est l'évapotranspiration. L'arbre transpire. L'impact le plus important au niveau de l'arbre, ça va être en fait le numéro, donc c'est le numéro 3, c'est l'absorption de l'eau par les racines. Donc en fait, l'arbre va absorber l'eau et elle va créer une succion, un retrait là, de l'argile. Elle va tirer l'argile vers ses racines. Ensuite, on va avoir l'évaporation, donc sans passer par là, mais directement le sol qui transpire, et donc on a l'évaporation du sol. Et ensuite, au niveau de la maison, mais on va regarder comment la maison est configurée, on va regarder si elle a des terrasses, si elle est protégée d'un point de vue hydrique, c'est-à-dire est-ce qu'elle protège l'évaporation du sol. Donc c'est des choses qu'on regarde sur le site. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Marin et Anne pour cette première partie et cette introduction. Alors, une première question, vous en avez un petit peu parlé Anne, mais c'est sur la typologie des bâtiments concernés par ce risque retrait-gonflement des argiles. C'est vrai qu'on a tendance à entendre que c'est surtout les maisons individuelles qui sont concernées par ce risque, mais vous avez laissé entendre aussi que ça pouvait être des immeubles en R+1, R+2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, la variation de volume de l'argile, donc ça génère une pression. C'est comme vous prenez une éponge, en fait. Vous prenez une éponge, vous l'alimentez en eau. Si vous mettez un poids de 1 kg sur l'éponge, elle va pas se soulever, c'est vraiment trop lourd. Si vous mettez un petit poids, par contre, le petit poids, il va suivre le mouvement. Donc forcément, en fonction du poids du bâtiment, on va avoir une réaction plus ou moins forte. Le poids du bâtiment, selon les argiles, donc les argiles qu'on a en surface, on peut soulever un bâtiment, alors ce qu'on appelle R+1, R+2, c'est 2 étages. Donc en fonction des fondations, forcément, si on est fondé profond, on n'aura aucune réaction. Donc c'est vraiment sur un bâtiment qui est posé sur une argile, donc 1-2 étages, on observe des désordres. D'accord. Et donc si on part du principe qu'il y a une majeure partie du coup des bâtiments concernés qui sont plutôt des maisons individuelles, du coup on s'adresse donc à un profil de particuliers, des gens qui sont peut-être pas forcément sachants sur ces sujets. Je sais que la semaine dernière sur le thème inondation marin, on a évoqué notamment Epicène, qui est une structure qui fait beaucoup de sensibilisation sur le risque inondation. Est-ce que vous savez s'il y a des équivalents sur ces sujets-là, ou quel type de structure pourrait éventuellement faire de la prévention Il y a beaucoup d'informations là, sur le site du gouvernement, sur le site du CEREMA. Il y a beaucoup d'informations sur le RGA, sur comment se protéger du RGA en fait, et sur le phénomène du RGA. Il y a beaucoup d'informations dessus. Ok. Très bien. Et ensuite, Marin, vous parliez dans les chiffres clés dans votre introduction que 40% des communes d'Île-de-France étaient référencées, avaient au moins eu une référence CatNat, catastrophe naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un sinistre qui a été déclaré mais que ça pouvait être de simples fissures, ou est-ce que c'est des désordres qui sont plus importants ? Enfin, quel est le degré de gravité de ce chiffre ? Oui, en fait, catastrophe naturelle, c'est un arrêté qui permet derrière, qui joue beaucoup pour les assurances derrière. Donc lorsqu'on fait un arrêté de catastrophe naturelle, c'est qu'il y a eu des dégâts assurables. Après, voilà, selon les communes, je pourrais pas vous donner un ordre de grandeur des coûts à partir de quoi est-ce qu'on peut parler d'arrêté de catastrophe naturelle, mais ça veut quand même dire qu'il y a eu des dégâts. C'est pas quelque chose de purement géologique où on a observé que l'argile aurait bougé. Lorsqu'il y a un arrêté, c'est que vraiment sur le terrain, il y a eu fissure. Ok, très bien. Eh bien, merci à vous deux. Je vous propose qu'on poursuive la présentation. Donc Anne, je vous laisse continuer. Donc je continue. Quels sont les désordres récurrents rattachés au RGA ?
le premier désordre, c'est les fissures sur les maisons, malheureusement. Donc c'est pas très joli, c'est pas très joli, mais pas seulement, c'est des désordres, donc on peut avoir des ouvertures de fissures avec des infiltrations d'eau. Et c'est là que c'est embêtant, parce qu'à partir du moment où on a une infiltration d'eau, on va avoir une dégradation de l'état du pavillon. Donc les fissures typiques, donc c'est les fissures un petit peu en diagonale, voilà. Donc là on a une maison, donc c'est la flèche du bas, on a un coin avec une fissure d'un côté sur la façade qui est en diagonale, et sur le pignon on est plutôt à l'horizontale. Donc ça représente typiquement une fissure où on a un coin qui est en train de descendre. Alors qui est en train de descendre, c'est souvent ce qu'on dit, on a un tassement. On a fait je vais généraliser ça, on a une déformation du sol. Qu'est-ce qu'on voit à côté? On voit un arbre. Donc c'est vrai que le rapprochement il est facile, donc c'est pas forcément l'arbre, mais bon, le rapprochement est facile. On a un arbre, on a forcément des racines, et les racines elles vont s'étendre à peu près sur le même volume qu'on a au niveau du feuillage. Donc voilà, les racines elles sont vraiment très proches des fondations. Les racines elles vont pomper l'eau, elles vont attirer le sol vers l'arbre, et du coup elles vont tirer sur la maison. Donc ça c'est vraiment le cas classique. Donc la première photo à gauche, donc c'est toujours des fissures en diagonale, donc c'est des coins de pavillon qui se fissurent. À droite, c'est toujours donc, des maisons, donc là on a vraiment des ouvertures qui sont importantes, hein, des maisons qui se dégradent. Donc le retrait-gonflement, il faut voir que c'est un mouvement du sol saisonnier, hein, donc on va gonfler l'hiver, le printemps, et on va sécher, et donc plutôt tasser l'été et l'automne. C'est saisonnier, donc le comportement du sol il peut être plus ou moins élastique, il monte, il descend toujours avec la même amplitude, en fonction de la teneur en eau évidemment. Et il se peut qu'à un moment, en fait, si la maison est trop dégradée, on se retrouve à sortir du comportement élastique et elle se dégrade de plus en plus en fonction des cycles. Donc on ne va pas avoir un aller-retour en disant bon ben voilà, j'ai des fissures, elles s'ouvrent, elles se ferment et voilà, ça s'arrête là. On peut avoir une dégradation où à un moment ça va trop loin et ça se dégrade de plus en plus en fonction des saisons. Donc le désordre qu'on observe souvent en intérieur, donc on a les fissures qui sont traversantes et qui du coup qu'on voit à l'intérieur, et c'est là où l'infiltration devient vraiment préjudiciable, on va dire. Et on a aussi des affaissements de dallage, donc là on a voilà, les murs qui sont tenus par un côté de maison, mais le dallage lui qui s'affaisse d'un côté, donc on a des affaissements de dallage. On peut avoir des décrochements entre deux parties de pavillon, donc ça c'est la dernière diapo en bas à droite. On a une partie du pavillon qui est plus lourd sur la droite, et puis à gauche on a quelque chose de plus léger. Voilà, on a un différentiel entre les deux parties de la maison, ça se décroche. Et on peut avoir là un déplacement entre les deux qui est autour de 5 cm. Donc pour généraliser, par exemple, la première diapo qui est en haut à gauche, on a une maison avec d'un côté une terrasse. Donc selon les terrasses, si la terrasse imperméabilise le sol, on évite l'évaporation, on évite aussi les infiltrations. Donc on a en fait d'un côté de la maison où le sol est protégé d'un point de vue hydrique. Et de l'autre côté, on n'a pas de protection. Donc forcément, de l'autre côté, là où on n'a pas de protection, on va avoir une variation de volume saisonnière. Et c'est cette variation qui va faire qu'on a des désordres dans le coin de la maison. Donc là, on a des fissures en diagonale du côté où la maison n'est pas protégée. Sur la diapo en haut à droite, on a un arbre d'un côté. L'arbre va pomper l'eau et va dégrader la maison du côté de l'arbre. Et on peut aussi avoir une mode de déformation, donc aussi avec des façades qui se dégradent et des façades, un tassement de façades sur le centre. Ici, donc c'est des photos qui ont été prises sur une maison qui a déjà été réparée une première fois. Donc on appelle ça un sinistre de deuxième génération. C'est une maison qui a été réparée par micropieux. Donc les micropieux, c'est une reprise en sous-œuvre qu'on fait sous les porteurs de la maison pour rigidifier en fait la maison. En tout cas les porteurs, l'assise des porteurs. Les micropieux, ils font 10 mètres de profondeur. Pour un pavillon qui fait 5-6 mètres de haut, faire des micropieux de 10 mètres, c'est énorme, c'est énorme. Et malgré ça, donc il y a eu des micropieux, il y a eu
des renforcements qui ont été faits, on a même des injections au centre de la maison qui ont été faites pour compacter le sol. La maison continue de se fissurer. Donc ça veut dire qu'on n'a pas compris tout à fait ce qui s'est passé. Et on en a plusieurs des sinus de deuxième génération. Donc souvent ça se passe bien quand même, on arrive à renforcer, ça se stabilise. Et des fois on n'a pas anticipé tous les mouvements que pouvait faire le sol et l'impact sur la maison. Donc en fait, quand on regarde de près ces fissures, on a quand même des fissures qui sont verticales. La fissure verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un mouvement en traction comme ça, horizontal. Mouvement en traction horizontale, ça veut dire que la maison, on tire dessus comme ça, à l'horizontale. Et quand on regarde de près d'ailleurs cette fissure, on a un ravalement qui est un petit peu élastique, c'est un ravalement qui permet d'absorber quelques mouvements dans la maison. Et on voit que quelques fibres, elles sont bien horizontales, donc on voit bien que le mouvement il est horizontal. C'est quelque chose qu'on regarde de près. Ce mouvement horizontal, en fait, il est créé par le sol qui bouge à l'horizontale. Donc en fait, il est renforcé verticalement par les micropieux. Donc verticalement, les micropieux ont joué leur rôle. Mais en fait, on a toujours les arbres qui sont juste à côté, en plus c'est des chênes. Et donc ces arbres, eh bien, ils continuent à pomper l'eau. Donc les micropieux permettent de bloquer le mouvement vertical, mais horizontalement, ben, malheureusement, un micropieux, ça ne marche pas très bien en horizontal. Et donc le chêne, ben, il a toujours son impact en horizontal. Voilà. Donc les mouvements reviennent parce que le chêne est encore là. Alors, parce que le chêne est encore là. Parce qu'on n'a pas renforcé correctement la maison, on va dire. Ici, on est dans un entrepôt. Pareil, on a donc des fissures en diagonale. Et en fait, ce qui se passe derrière la façade, donc complètement à gauche de l'entrepôt, on a une allée de peupliers. Les peupliers, ça boit énormément d'eau, surtout l'été. Et donc, ça a tiré sur toute la façade de l'entrepôt. On a plusieurs fissures en diagonale. Et quand on regarde la fissure de près, ben, on retrouve un petit peu ce mouvement, donc ce décrochement qu'on a, qui est lié à un tassement, mais aussi un décrochement horizontal. Les tassements, donc en fait les désordres récurrents, donc c'est le tassement différentiel de la structure, les déformations horizontales, donc il ne faut pas les oublier, parce que dans les réparations, forcément, si on oublie la déformation horizontale, on risque d'avoir encore des signes de deuxième, troisième génération. On a des affaissements de dallage, et alors je n'ai pas parlé des canalisations, mais forcément quand on a une maison qui est plus ou moins stable, la canalisation, elle est superficielle, donc elle est très impactée par le mouvement. La canalisation, elle va bouger, donc on a un tassement différentiel à la jonction entre le pavillon et la canalisation, et c'est là qu'on va avoir souvent des désordres. Si la canalisation se déboîte, on va avoir des fuites, et donc une fuite, ça veut dire de l'eau qui rentre dans le sol, et ça dégrade le sol. Et donc ça génère des tassements. La question qu'on m'a souvent posée, c'est donc un bâti ancien posé sur les argiles qui n'a pas subi de désordre pendant des dizaines d'années, pourquoi aujourd'hui on les voit, enfin ces bâtis commencent à se fissurer? Alors quelles sont les causes? Ben justement, comme Marin expliquait, les sécheresses sont de plus en plus fortes et donc elles impactent les argiles de plus en plus profondément. Donc des bâtis qui étaient fondés correctement les années passées, ben aujourd'hui c'est peut-être pas assez profond. Donc ça c'est une des causes. Ensuite, il y a quand même des choses qu'on voit très souvent, c'est les travaux à proximité immédiate du bâti. Donc un bâti qui a très bien vécu pendant des dizaines d'années, si on commence à construire une véranda, donc les vérandas c'est très préjudiciable, et une véranda c'est léger, on la raccroche au bâti, et la véranda, elle va subir le mouvement entièrement du sol, parce qu'elle est posée superficiellement. Et le bâti, lui, ben, avec sa profondeur de fondation, va bouger un peu moins. Donc on a encore du cisaillement entre les deux, et on a des désordres entre les deux structures. Pour les extensions, c'est pareil. Donc on a souvent des maisons qui sont carrées, rectangles, donc c'est une très belle conception pour faire face au retrait-gonflement des argiles. Et dès qu'on fait une extension, ben, cette extension, elle n'a pas les mêmes fondations, donc pas le même poids. Du coup, pareil, on va avoir du cisaillement entre l'extension et le bâti existant. De même pour un avoisinant, on construit souvent des maisons qui sont collées. Donc l'avoisinant, lui, va protéger le sol d'un côté, mais puis la maison, de l'autre côté, elle ne sera pas protégée. Donc on va avoir un différentiel d'apport d'eau dans le sol. Les végétations, donc on va mettre des arbres dans le sol, donc ça va jouer. Et aussi, alors un problème qu'on peut voir, on ne s'en rend pas spécialement compte, c'est on pose des robinets pour arroser le jardin.
Donc le problème, c'est pas poser le robinet, c'est le robinet qui fuit, ou en tout cas l'eau qui va dans le sol. Donc on va avoir une alimentation en eau dans le sol d'un côté de la maison, donc qui va faire que le sol va garder une quantité d'eau importante, alors que l'été, partout ailleurs, on va avoir le sol qui se contracte. Et donc forcément, ça crée le tassement différentiel. Donc le problème, c'est pas poser le robinet, c'est vraiment récoller l'eau du robinet et l'évacuer assez loin de la maison. Alors, comment se protéger du RGA? Pendant des années, on a cherché à traiter les conséquences. Donc aujourd'hui, on commence à traiter les causes. Donc, quand je dis ça, c'est pas parce que traiter les conséquences, c'est pas une mauvaise idée. On est obligé encore aujourd'hui de traiter les conséquences parce qu'on n'arrive pas à traiter les causes. Il y a des endroits où on ne peut pas faire. Donc on continue à traiter les conséquences, forcément. Traiter les conséquences, par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Donc traiter les conséquences, c'est quoi? Voilà, on a une maison fissurée, ben, il va falloir la rigidifier. La rigidifier, c'est mettre du chaînage. Donc sur une maison existante, ça se fait. Ça coûte plus cher que le faire dès le départ, hein, mais ça se fait. Donc mettre du chaînage autour des ouvertures, les portes, les fenêtres. On va rigidifier les fondations. Et le chaînage, il doit être vertical et horizontal. Les fondations, on va essayer de les approfondir. Donc à l'époque, on demandait une profondeur de fondation de 80 cm. On est passé à 1,20 m. Le 80 cm, il est pour les zones à risque modéré, mais maintenant en zone forte, on est obligé de passer à 1,20 m. À 1 m, même 1,50 m, je crois, aujourd'hui. Et on se demande si à 1,80 m, quand est-ce qu'on va l'atteindre en fait, ce 1,80 m. Donc ce 1,80 m, ça veut dire quel est l'impact de la sécheresse en profondeur sur l'argile, le temps d'une saison. On désolidarise les structures ou les vérandas ou les extensions, il faut les désolidariser et mettre un joint et éviter au maximum toutes les formes un petit peu qui s'éloignent du carré ou du rectangle, parce que ça crée de la torsion. On va traiter les fissures, donc en fait on agrafe les fissures et ensuite on met un ravalement un petit peu élastique qui permet d'absorber un petit peu donc ça va pas, le ravalement il va pas empêcher la maison de bouger, mais il va absorber un peu de mouvement et un petit peu de fissure, ça fait qu'esthétiquement on garde quand même une maison qui est correcte. Et on va traiter les planchers, si possible faire des vides sanitaires, donc des planchers portés, on va mettre en place des planchers portés et avoir un vide sanitaire sur la maison. Alors quand on est obligé d'intervenir sur les fondations, donc ça fait tout de suite des travaux relativement lourds, donc on fait des micro-pieux. Donc les micro-pieux, on a maintenant des toutes petites machines qui passent sous les maisons, hein, mais c'est quand même des travaux relativement lourds. En plus des micro-pieux ou en parallèle, on peut faire aussi des injections de sol. Donc l'injection, elle a pour but de compacter l'argile et de limiter en fait le mouvement de variation de volume. Donc il y a différents types d'injections qu'on peut faire selon les argiles. Donc il faut bien étudier l'argile pour savoir comment on va injecter et avec quel type de résine on va injecter le sol. Donc traiter les conséquences, voilà, je vous l'ai présenté. Donc traiter les causes, c'est essayer de limiter au maximum la variation de volume, c'est-à-dire la variation de la quantité d'eau dans le sol. L'été, on peut jouer sur la quantité d'eau, c'est-à-dire que l'été, on peut éventuellement rajouter de l'eau dans le sol, mais l'hiver, une fois que le sol est saturé, on ne peut pas le sécher. Donc l'objectif, en fait, ça va être de garder une teneur en eau constante dans le sol. Pour ça, donc, on va gérer tout ce qui est eau de pluie et drainage autour de la maison, donc avec différentes dispositions. On a de mettre des géomembranes, de mettre tout ce qui est système de drainage. Et l'objectif, ça va être d'éloigner l'eau de la maison et de récoller l'eau dans des puisards qui sont éloignés de la maison, en fait. Tout ce qui est végétation, on a une façon de gérer. Donc la végétation, on ne peut pas interdire les arbres. Malheureusement, ça a un impact assez fort sur les maisons. Donc il faut faire en sorte que ces arbres soient éloignés de la maison. Et si on ne peut pas les éloigner, il faut mettre en place des tranchées anti-racines.
Donc une tranchée en terracine, c'est une tranchée un peu de bentonite qui permet en fait de limiter l'impact de la variation de l'eau qu'on va avoir sous l'arbre et de ne pas transférer cet impact sous la maison. Donc ça s'appelle une barrière anti-racine. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, là au niveau des arbres, donc les arbres qui ont le plus d'impact, c'est les saules. Un saule, ça a un impact jusqu'à 40 mètres. Donc les saules, c'est vraiment un arbre qu'il faut éloigner de la maison. Ensuite, on a les érables, les chênes, les marronniers et les peupliers. Alors le peuplier, je ne sais pas où il se situe sur la... Il est quand même assez loin. Voilà, un peuplier, ça a un impact de jusqu'à 25 mètres. Donc 25 mètres, c'est quand même beaucoup. Donc les arbres, voilà, il faut réussir soit à les éloigner, soit à mettre des tranchées anti-racines entre l'arbre et la maison. Donc ici, on a plus ou moins une synthèse de tout ce qu'on peut mettre en place pour traiter la cause et pour essayer de garder la même teneur en eau dans le sol. Donc les tranchées anti-racines, je commence par la gauche. Donc les tranchées anti-racines, éviter les fuites de canalisation. Donc forcément, la fuite de canalisation, ça va apporter de l'eau dans le sol ponctuellement. Donc ça va créer des désordres avec un détachement différentiel. On va rigidifier la structure avec un chaînage vertical et horizontal. Le sous-sol généralisé ou vide sanitaire. On met des joints entre les structures qui sont construites de façon différente. On va maîtriser les eaux de pluie, on va maîtriser les teneurs en eau avec des poses de géomembrane et on va créer donc tout un système de drainage pour récoller l'eau et l'éloigner de la maison. Alors, en ordre de grandeur, combien ça coûte? Je n'ai pas mis dans le tableau, mais combien coûte déjà une étude géotechnique pour pouvoir identifier l'argile et caractériser sa sensibilité? Donc, c'est autour de, on va dire, 2 000 à 6 000 euros en fonction de ce qu'on demande. Et ensuite, faire une reprise en sous-œuvre sur les fondations. Une reprise en sous-œuvre par micropieux, c'est entre 100 et 200 000 euros. Rigidifier une maison avec des longs greens, c'est entre 50 et 150 000 euros. Chaînage de la maçonnerie sur un existant, c'est entre 50 et 100 000 euros. Imperméabiliser le sol, l'imperméabiliser avec une pose de géomembrane, c'est entre 20 à 30 000 euros. Une tranchée drainante, c'est de 3 000 à 8 000 euros. Et un écran anti-racine, donc ça dépend de la longueur de la tranchée, donc entre 400 et 600 euros par mètre linéaire. Donc souvent, on est obligé de mixer différentes solutions. Il ne faut pas oublier la reprise des embellissements, la reprise du dallage sur micropieux. Donc il y a des coûts en plus à chaque fois à prendre en compte dès qu'une maison commence à fissurer. Alors, quelles sont les perspectives? Donc, les recommandations qui sont disponibles sur Internet, ouvrage existant exposé à la sécheresse, stabilisation des sols de fondation par imperméabilisation périmétrale. Donc ça, c'est tout le système. Comment on pose une géomembrane, on ne pose pas ça n'importe comment. Comment on pose une géomembrane et comment on récolle l'eau tout autour de la maison. Donc c'est les dispositions qui sont définies dans ce livre. C'est ce qui est fait de plus en plus aujourd'hui. Quand la disposition de la structure permet de mettre une géomembrane tout autour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avoisinants qui sont accolés, ça veut dire que voilà, on a l'espace pour pouvoir le faire, on met en place des tranchées anti-racines, donc on essaye de développer de plus en plus ce système, ça permet de traiter la cause et de garder cette teneur en eau dans le sol. Donc voilà, si on a une maison ici, la pose de la géomembrane, elle doit être tout autour, avec une imperméabilisation au niveau du sol. Là. Les tranchées anti-racines que l'on fait, voilà, on essaye d'isoler un petit peu les racines autour de l'arbre et on essaye donc de séparer l'arbre, enfin l'impact de l'arbre au niveau de la maison. Et on a un projet en ce moment, le projet MH, qui est en cours de développement. C'est des maisons qui sont confortées par humidification. C'est un projet qui est développé par le CEREMA et qui consiste à stabiliser l'état hydrique du sol à proximité des fondations par réhydratation en période sèche à partir d'une cuve de collecte d'eau de toiture. Donc l'objectif, c'est de mettre une cuve dans le jardin, de récupérer les eaux de pluie et d'utiliser cette eau de pluie en cas de sécheresse pour réhydrater le sol.
Enfin, l'objectif, c'est quand même d'avoir donc, des sondes dans le sol, de mesurer la teneur en eau et à partir d'un certain seuil, de dire bon ben voilà, là le sol commence à être trop sec, on va réhydrater le sol tout doucement en récupérant l'eau de pluie dans le jardin. Donc ça, c'est en cours de développement. On va voir un petit peu comment ça se passe dans le futur avec ce type de projet. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Anne. Donc on va terminer sur un dernier temps de questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait plein dans le chat, mais pour commencer, je crois Anne que vous aviez une question à poser à Marin. La première question, c'est justement sur ce projet MASH qui est développé par le CEREMA. Donc ma question, en fait, c'est... Donc, en tant qu'expert, on a l'habitude de travailler sur un pavillon un petit peu isolé, sur une zone isolée en tout cas, mais en fait, les argiles, elles impactent tout un quartier. Et donc, je me dis, si tous les habitants ou tous ceux qui en ont besoin, en fait, se mettent à faire une fosse dans le jardin pour récoler l'eau, d'ailleurs, c'est recommandé de plus en plus, donc on va récoler l'eau. Et quel est l'impact à l'échelle d'un quartier si tout le monde commence à faire des fosses? Donc il y a quand même une quantité d'eau du coup qui ne va plus s'infiltrer dans le sol. Oui, en fait, on peut remettre ça un peu dans le contexte de gestion des eaux pluviales, ce qui rejoint d'ailleurs un enjeu qu'on avait évoqué lors du dernier petit déjeuner, où aujourd'hui, alors si on regarde une ville comme Paris, et c'est le cas pour tout l'ancien département de la Seine, les eaux pluviales sont actuellement gérées par le réseau d'assainissement. En fait, et notamment les eaux qui arrivent sur la toiture. Donc actuellement, le modèle actuel, c'est de l'eau qui n'est pas valorisée, qui fait déborder en cas de forte pluie le réseau d'assainissement dans le milieu naturel, et qui, in fine, de toute façon, finit en station d'épuration. Euh, donc, en fait, ça devient intéressant en termes de gestion des eaux pluviales pour déconnecter des réseaux, justement, ces eaux de pluie. C'est vrai qu'on avait vu dans votre schéma qu'on privilégie une gestion par le tuyau des eaux de gouttières. Et c'est vrai pour lutter contre les inondations par ruissellement, on préconise justement l'inverse. Donc le projet du CEREMA est intéressant parce qu'il permet du coup de concilier gestion des eaux pluviales, alternative des eaux pluviales et lutte contre le RGA. D'ailleurs, pour information, ce projet-là, il a sa phase MASH+, où il va notamment utiliser l'intelligence artificielle aussi pour mieux réguler l'eau. Donc les premiers tests de MASH étaient plutôt intéressants d'après le CEREMA. Ils évoquaient 15 000 euros hors taxe, ce qui, au vu des coûts que vous avez montrés pour les dommages, est finalement relativement faible. Oui. Mais voilà, c'est encore en développement, donc en tout cas, c'est quelque chose à suivre de près. Très bien, merci. Alors, il y a eu beaucoup de questions, notamment sur les fondations, les arbres. Alors, vous en avez pas mal traité dans votre présentation. Il y a une question qui porte sur la typologie des bâtis, notamment leur période de construction. Est-ce que vous identifiez les mêmes constats, donc notamment les fissurations, dans les bâtis anciens qui vont avoir des structures qui seront plus lourdes, par exemple structures en pierre, etc. Ou est-ce que c'est plus spécifique aux constructions plus récentes qui vont être en maçonnerie plus légère, comme du parpaing par exemple? Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre les deux C'est vrai qu'on a beaucoup périodes de maisons récentes avec des parpaings qui sont fragiles en fait. Donc c'est des parpaings qui isolent très bien, mais ils ont un comportement fragile, c'est-à-dire que le moindre mouvement, paf, ça casse et ça crée une fissure. Donc d'un point de vue esthétique, forcément, ça se voit tout de suite. Si le mouvement est faible, bon, ça reste esthétique. Si le mouvement devient un peu plus fort, ben forcément, on commence à avoir des ouvertures, des infiltrations. Donc c'est souvent des maisons qui ont 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et des maisons, par exemple, en meulière, oui, on voit des sinistres, mais c'est justement lié au fait qu'il y a eu des travaux. Donc c'est souvent des maisons qui sont très bien comportées pendant des dizaines d'années. Il y a des travaux. Donc les travaux, les vérandas, une extension, un robinet. Donc ça, on en voit. Très bien. Ensuite, on va avoir une question sur donc ça rejoint aussi un peu la typologie des projets concernés. Donc on a quelqu'un qui demande si on intervient sur un bâtiment existant en Île-de-France, donc un bâtiment qui est quand même assez grand, 5 à 6 étages, sur lesquels on identifie dans le diagnostic des fissures. Projet sur lequel on n'a pas de DOE, donc on ne sait pas quelles sont les fondations, on ne sait pas quel est le type de sol, etc.
Est-ce que vous préconisez de faire une étude géotechnique qui permettra justement de connaître la nature des sols et d'étudier ça, ou est-ce que sur ce type de bâtiment, c'est plutôt d'autres sujets qui vont causer des fissures Alors si ça fait 4-5 étages, je pense que le retrait-gonflement n'a pas d'impact. Ok. S'il y a des fissures, ça peut être structurel, ça peut être... il peut y avoir plein de choses. On est en train de creuser un métro en dessous. Il peut y avoir plein d'origines au niveau des désordres. Il faut aller voir le type de fissure. Et en fait, la forme de la fissure traduit déjà beaucoup de choses. On va dire c'est un peu le travail de l'expert, hein, c'est de dire, à partir de ce que je vois, l'origine du désordre peut être là, et donc on préconise une étude de sol, c'est vraiment on se dit oui, ça peut venir du sol. Okay. Alors après, il y a beaucoup de questions qui traitent des fameux antagonismes dont on avait parlé un peu dans le temps de préparation de ce petit déjeuner technique. Vous l'avez un peu évoqué sur le sujet de l'imperméabilisation des arbres. En fait, si on prend le sujet du RGA, on a plutôt tendance à dire qu'il ne faut pas trop favoriser l'infiltration des eaux pluviales, mais quand on prend en compte le risque inondation ou même îlot de chaleur urbain, on va plutôt favoriser ce genre de démarche. Là, il y a une question sur un autre sujet qui est, vous avez évoqué une des solutions d'intervention sur le bâti existant, c'est les injections dans le sol, donc de résine. Est-ce que ces produits ne peuvent pas être offensifs pour le sol et notamment pour le sol vivant? Est-ce qu'aujourd'hui il existe des produits qui sont... en tout cas, est-ce que les fournisseurs de ce type de produits sont soucieux de ce genre de sujet? Alors oui, ils le sont maintenant. Ils le sont. Est-ce que c'est des produits écologiques à 100%? Je ne pourrais pas le garantir. Il y a toujours un petit pourcentage. Forcément, c'est la question qu'on leur pose à chaque fois. Donc, ils sont très soucieux sur ce sujet-là. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des démarches qui sont plus vertueuses que d'autres à mettre en place ou à favoriser, ou est-ce que ça dépend vraiment du projet? Oui, il faut vérifier avec l'entreprise le type de résine qu'elle utilise, forcément. Il y a quand même ces sujets qui sont récents, et donc il y a forcément, depuis des années, il y a eu des années de renforcement par injection où on n'a pas spécialement fait attention à tout ça. Ok. Alors après, justement, il y a une question sur ce fameux antagonisme avec plutôt l'infiltration et la végétalisation. Il y a des villes donc, comme Paris, mais aussi le Grand Lyon, qui favorisent beaucoup des démarches de villes perméables, donc avec notamment les fameuses cours Oasis à la ville de Paris. Est-ce que justement on a un retour, suite à cette première mise en œuvre de ce dispositif, sur l'impact que ça peut avoir sur le retrait-gonflement des argiles? Et une autre question qui va en lien, c'est que... justement sur le territoire parisien, donc vraiment Paris intramuros, je crois que le retrait-gonflement des argiles, c'est moins un sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Oui, c'est ça. À Paris, on a presque exclusivement des immeubles. Ce qui fait d'ailleurs sur la carte que j'ai montrée, en fait, Paris est blanc parce qu'on n'a pas de données RGA sur Paris. Okay. Et en effet, c'est pas un enjeu, c'est pas un sujet sur Paris. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des arrêtés catastrophes naturelles. On en a eu sur des villes limitrophes à Paris, mais pas à Paris parce qu'il n'y avait pas de dommages en raison du... alors déjà du fait que c'est très imperméabilisé Paris, donc le bon côté de l'imperméabilisation, c'est aussi que ça réduit un peu le RGA. Mais surtout, on a surtout des immeubles vers plus 5 ou 6, donc qui sont pas touchés. C'est qu'on ne peut pas utiliser l'exemple parisien pour se demander est-ce que les cours Oasis, ça augmente le risque. Après, quoi qu'il arrive, quand on végétalise ou quand on veut infiltrer de l'eau, même si on met un revêtement perméable, la première chose à se demander, c'est qu'est-ce qu'on a sous ses pieds, et notamment regarder le taux de perméabilité du sous-sol. L'argile, en mettant le RGA de côté, fait partie des sous-couches les moins perméables. Donc quoi qu'il arrive, si vous êtes au-dessus de l'argile, vous n'allez pas pouvoir infiltrer vos eaux en grande quantité dessous. Ça peut être juste les eaux courantes, mais pas plus. Ce qui fait qu'on ne va pas faire une noue sur de l'argile, on va rediriger toutes les eaux en espérant vouloir infiltrer. Si jamais on fait ça, il va falloir étanchéfier en dessous, mettre une grosse couche de drain pour prévoir soit une évaporation lente, soit de rediriger l'eau vers un autre endroit où on pourrait l'infiltrer, ou vers un système de récupération des eaux pluviales avec une chaussée réservoir. Voilà, de toute façon, on ne va pas infiltrer massivement des eaux pluviales sur de l'argile parce que le sol ne pourrait pas l'infiltrer.
Après, c'est sûr que c'est des questions qu'il faut se poser quand on végétalise. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on est dans une zone sensible, et en général c'est souvent indiqué par le zonage pluvial qui dit un petit peu où est-ce qu'on peut infiltrer, où est-ce qu'on ne peut pas. Lorsque vous êtes dans une zone sensible, donc généralement le RGA, à Paris c'est le gypse, où on a ce problème un peu similaire, où on peut difficilement infiltrer parce qu'il y a un risque cette fois de dissolution et qui risque d'endommager les immeubles. Dans ce cas-là, une étude de sol est obligatoire pour vérifier justement dans quelle mesure est-ce qu'on peut infiltrer sans endommager les bâtiments autour. Après, il y a l'association Adopta qui travaille beaucoup sur la gestion alternative des eaux pluviales, qui estime qu'on peut quand même infiltrer à petites touches les eaux pluviales dans l'argile, sans trop entraîner un sur-risque sur le RGA, mais en se limitant vraiment aux pluies courantes. Et puis, comme on l'a dit avant, lorsque ça craque, en Île-de-France surtout, c'est lors des périodes de sécheresse, c'est pas forcément lors des périodes de grosses pluies. Ce qui fait que tant qu'on régule quand même cette infiltration pour éviter de surcharger les sols en eau, on peut quand même concilier dans une certaine mesure infiltration, végétalisation et infiltration. Et puis d'ailleurs, une ville de Paris le montre bien. À Paris, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas imperméabiliser, ne serait-ce parce que vous avez un parking en dessous, par exemple, ou le métro. Pourtant, Paris se végétalise de plus en plus. Donc on trouve quand même si la pleine terre, avec une infiltration directement dans le sol, voire qui alimente une nappe, c'est le mieux, on trouve quand même des moyens de végétaliser, de gérer les eaux pluviales en tenant compte des contraintes du sous-sol. Je préciserai aussi, c'est quand on parle de gérer ou de canaliser l'eau, c'est surtout autour de la maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un jardin, voilà, autour de la maison, c'est-à-dire 3 à 5 mètres, on va faire attention à la quantité d'eau qui va arriver dans le sol. Donc sur 3 à 5 mètres autour de la maison ou de la construction, il faut faire attention à tout ce qui est évaporation ou arrivée d'eau, infiltration. Ensuite, les eaux, on les récolte et on les met au fond du jardin, chez le voisin. Non, c'est pas une bonne idée. Non, là, voilà. Et les arbres, pareil, on essaye de les éloigner au maximum. Donc on n'interdit pas les arbres, il faut juste connaître le risque. Le risque, c'est cette variation de volume qui est liée à la quantité d'eau. Et à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, on va gérer sa construction en fait. Et à l'échelle du particulier, on gère sa construction en fonction de ce qu'on a compris. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Anne et merci beaucoup Marin. On va clôturer ce 11e petit déjeuner technique et 2e du cycle. Donc merci beaucoup pour les partages de vos retours d'expérience et de vos présentations ce matin. Je remercie également mes collègues Camille et Nicolas qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Et du coup, je donne rendez-vous à toutes et tous le 5 avril pour le dernier petit déjeuner technique qui abordera le risque chaleur. Merci beaucoup pour vos questions et vos réactions dans le chat. Je vous dis à bientôt et très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.